Bonjour à tous. Aujourd'hui, ma bibliothèque nous emmène en France, aux États-Unis, en Angleterre et en Prusse orientale, au 19e et au 20e siècle, tout ça grâce à la sélection du prix Livradic du roman historique 2016. Comme son nom l'indique, le prix Livradic 2016 est un prix ouvert à tous les membres Livradict. Comme toujours, vous trouvez le lien vers mon profil Livradict dans la barre d'infos. Ce prix Livradict est composé de 17 catégories différentes, 17 genres différents. Pour chaque catégorie, une sélection de 5 livres a été établie. Il s'agit de livres donc parus entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016. Donc depuis octobre 2016 jusqu'au 15 mai, on a pu lire les livres sélectionnés pour ces différentes catégories. Du 15 mai au 30 mai, on a l'occasion de voter pour le livre qu'on a préféré dans la sélection. Et finalement, les résultats seront annoncés en juin. Les conditions pour participer sont d'avoir lu au moins un livre de la sélection et un minimum de participation sur le forum dédié au prix Livradic. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de participer pour les 17 catégories, vous pouvez choisir une seule, plusieurs, comme vous voulez. Donc personnellement, je vais participer à ce prix Livradict pour le roman historique, vu que c'est mon genre préféré. Je vous ai dit que lire un seul livre de la sélection suffisait pour voter. Personnellement, j'ai décidé de lire toute la sélection pour être certaine que celui auquel j'accorderai mon vote serait le meilleur à mon sens. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter les 5 livres sélectionnés et je vais le faire en vous donnant mon palmarès, donc du moins bon au meilleur selon moi. La 5e place de ce classement est occupée par Le Gardien de nos frères d'Ariane Bois, paru aux éditions Belfond. C'est l'histoire de Simon et Léna qui ne devaient pas se rencontrer. Simon est un juif français parfaitement intégré à la société française. Léna est la fille de commerçants polonais. Elle a survécu au ghetto de Varsovie. Ils se rencontrent en 1945 alors que la guerre leur a tout pris. Ils se rencontrent dans le cadre d'une mission particulière, celle de chercher les enfants juifs qui ont été cachés par leurs parents pendant la guerre en France, dans des familles, dans des couvents, dans des fermes, dans plein d'endroits. Simon cherche ainsi son petit frère Eli qui a disparu dans des conditions mystérieuses. Ça commençait bien pourtant. Autant je n'aime pas lire des romans sur la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt, les romans sur la Seconde Guerre mondiale ne m'attirent plus parce que j'en ai lu tellement, il y a tellement de romans sur la Seconde Guerre mondiale en jeunesse et en adulte que j'en ai ma claque de la Seconde Guerre mondiale, soyons honnêtes. Pour que je lise un roman sur la Seconde Guerre mondiale, il faut que ce soit traité de façon originale ou que ce soit un pan caché de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale que je ne connais pas encore. Or là, qu'est-ce que l'auteur nous propose? De nous faire découvrir comment des jeunes ont été chercher ces jeunes juifs qui avaient été cachés pour les sauver des camps. Tout ça après en 1945 et les années suivantes. C'est super intéressant, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est l'après-Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui leur arrive à ces gamins? Donc ça commençait super bien, j'étais super attirée par l'histoire. Oui, parce que malheureusement, s'il est à la 5e place, c'est qu'il a été moins bon que les autres. Alors, que s'est-il passé? Où est-ce que ça a bugué? Eh bien, malheureusement, une idée originale ne suffit pas à faire un bon roman. Pendant les 150 premières pages, Ariane Bois nous perd vraiment avec son style. À de multiples reprises, j'ai envisagé d'abandonner la lecture de ce bouquin, et je n'ai continué qu'en tombant sur une chronique de quelqu'un qui disait qu'elle avait éprouvé les mêmes difficultés que moi et qu'ensuite ça s'améliorait. Et c'est pour ça que j'ai continué. Mais pendant ces fameuses 150 premières pages, on a notamment des flashbacks. Oui, parce que Ariane Bois fait commencer l'histoire en 1945 avec Simon, mais éprouve le besoin de nous raconter absolument tout ce qui s'est passé pendant la guerre et même avant pour Simon. Résultat, vous avez à peine 3 lignes d'action et un flashback. 3 lignes d'action et un flashback. Quand je n'arrive pas à déterminer si le flashback que j'ai lu est avant ou après le précédent, je finis par être complètement perdue et pendant les 150 premières pages, l'histoire n'avance tout simplement pas parce qu'on est abreuvé de flashbacks. Et je dirais même que c'est un défaut d'écriture pour moi parce qu'ensuite on a quasiment plus de flashbacks, ensuite l'histoire avance. Je n'ai rien contre le fait d'avoir des flashbacks, ça permet d'éclairer l'histoire du personnage, mais pour que ce soit bien écrit, j'estime que ça doit être réparti. Donc vraiment pénible. Un autre élément pénible de l'écriture, c'est l'apparition à de nombreuses reprises de personnages connus dans l'histoire. On va nous mentionner juste des noms comme ça, de personnages qui ont réellement existé. On en les mentionne une fois, ils ne font rien avancer à l'histoire, et un tout petit peu, ça va, mais quand on en a sans cesse, ça devient un peu agaçant. Pour moi, c'était trop lourd. C'était vraiment trop lourd. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais le bouquin fait 385 pages, donc quand je dis 150, c'est quand même une bonne partie du bouquin. Une fois passé ce cap fatidique des
environ 150 premières pages, on avance. On sait tout de la vie de Simon, donc il n'y a plus besoin des flashbacks, et il rencontre enfin Lena, et il y a enfin cette mission d'aller sauver les enfants qui ont été cachés pendant la guerre. Et là, ça devient intéressant. Il y a des thèmes importants qui sont abordés. Il y a une question épineuse qui est posée par ce livre. Quand les enfants ont été placés dans des familles aimantes, qui les ont bien élevés, bien éduqués, que ça fait déjà quelques années, doit-on enlever ces enfants à ce qui est pour eux leur foyer, pour les rendre à des membres d'une famille qui souvent est décimée, qui est passée par les camps, qui est détruite par la guerre? Souvent il ne reste plus qu'un seul membre de la famille, que ce soit un parent, une tante, un oncle, un frère, une sœur. Quelle est l'importance des liens du sang vis-à-vis d'un foyer stable, aimant? Sur ce, vous avez 2 heures. Non, sérieusement, c'est une question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre. Tous les cas sont différents, il n'y a pas de bonne solution. Arracher un enfant à sa vraie famille, c'est terrible. Mais en même temps, le faire quitter, qui était un cocon, un foyer stable, c'est aussi très dur. De toute façon, la vie de ces enfants est détruite par la guerre. Résultat, c'est un thème très intéressant abordé par le livre. Pour conclure sur le gardien de nos frères, vous l'aurez compris, il obtient la 5e place en raison de la tentation de l'abandonner, alors qu'en fait, l'histoire qu'il raconte m'a plus intéressée que d'autres romans que je vais vous présenter maintenant dans le palmarès. C'est un comble. Mais on ne peut pas passer sur une tentative d'abandonner, donc le gardien de nos frères est 5e. Le roman à la 4e place est Lettre à Stella de Yonah Gray, paru aux éditions Les Escales. On va y suivre l'histoire de Jess au XXIe siècle. Jess est une jeune femme avec qui la vie n'a vraiment pas été tendre et un jour, elle fuit la violence de son compagnon pour se réfugier dans une maison abandonnée. Et là, elle découvre un paquet de lettres datant de la Seconde Guerre mondiale. Et au travers de ces lettres, on va plonger en 1943 dans l'histoire de Stella. Stella est une jeune femme qui vient de se marier à un pasteur mais qui rencontre Dan, un aviateur américain. Et ils sont tout de suite attirés l'un par l'autre. Mais quelle chance à leur amour alors qu'elle est mariée à un autre homme et que lui risque sa vie à chaque mission. Jess va essayer de découvrir ce qui leur est arrivé. L'histoire d'amour de Stella et Dan est une belle histoire d'amour. Mais je n'ai pas ressenti la petite étincelle qui aurait fait que j'aurais totalement accroché à leur histoire d'amour. Jess, donc en 2010-2011, je me rappelle plus exactement, elle a une histoire attachante. Et elle rencontre des personnages attachants. J'ai bien aimé son histoire. Mais, et c'est un gros mais, je n'aime pas le procédé alternance entre le passé et le présent. C'est un procédé d'écriture, si je comprends que ça va être ça dans le résumé, je n'ai pas envie de lire le livre. Donc, si j'ai lu ce livre, c'est parce que c'était pour la sélection du prix Livre Addict. Mais sinon, je pense pas que je l'aurais lu. Moi, ce que je veux dans un roman historique, c'est que du passé. Je m'en fiche du présent. Néanmoins, et j'accorde ça à Lettre à Stella, contrairement au livre qui va suivre, parce que vous verrez que c'est aussi une alternance passé-présent, le procédé est, je trouve, bien mieux mis en place. L'avantage, c'est que les époques sont suffisamment proches pour que les protagonistes de l'époque de 1943 puissent se retrouver en 2010-2011. Il y a des liens forts entre les deux histoires, donc je peux comprendre le procédé. Mais ça ne m'a quand même pas converti à cette alternance passé-présent, ça n'a pas suffi. Vous devez vous dire maintenant que si Lettre à Stella est mieux abouti dans l'écriture que le roman qui obtient la 3e place, pourquoi est-ce que Lettre à Stella est 4e? Excellente question. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur comment j'allais départager les numéro 4 et numéro 3. La raison finalement choisie, c'est que Lettre à Stella est une belle histoire d'amour se passant pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que je vous ai dit avant sur la Seconde Guerre mondiale? Que si j'apprenais rien, que si le traitement n'était pas original, ça ne m'intéressait pas. Et ben, voilà. Vous avez la raison pour la 4e place de Lettre à Stella. Un aviateur américain, Londres, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça m'a pas transporté, historiquement parlant. Donc sympathique, mais sans plus pour moi. Je n'ai pas eu la passion de découvrir un pan de l'histoire que j'aime dans le roman historique. D'où la 4e place de Lettre à Stella. Et maintenant, on passe au podium. La médaille de bronze est attribuée, personnellement, à Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy, paru aux éditions Michel Lafon. En premier lieu, nous sommes en 1859, 2 ans avant la guerre de sécession. On suit l'histoire de Sarah Brown, la fille d'un célèbre abolitionniste, et cette Sarah se résigne à ne pas avoir d'enfant. Elle cherche alors à donner du sens à sa vie en s'engageant pour le chemin de fer clandestin, à savoir aider les esclaves à fuir leurs conditions.
Sarah est une artiste qui va peindre des tableaux avec à l'intérieur des cartes secrètes pour mener ses esclaves vers la liberté. En 2014, Eden et son mari emménagent dans la petite ville de Charleston en Virginie dans une ancienne demeure. Eden y fait une drôle de découverte, une mystérieuse tête de poupée. Bon, deux époques différentes, de toute façon je vous l'avais annoncé que celui-là avait aussi cette alternance passé-présent. Vous comprenez maintenant pourquoi les places supérieures ne sont pas disponibles pour celui-là. L'histoire de Sarah est intéressante. J'ai appris pas mal de choses sur la guerre de sécession, sur le chemin de fer clandestin, sur l'abolitionnisme, donc l'histoire de Sarah m'a beaucoup plu. Par contre, je n'ai pas aimé l'histoire d'Eden, contrairement à celle de Jess dans Lettres à Stella que j'avais bien aimé. Vraiment, l'histoire d'Eden, alors pour moi, on peut carrément enlever tous les chapitres concernant Eden. Eden est un personnage qui m'a agacée. Je n'aimais pas son abattement, sa déprime. Oui, effectivement, elle ne peut pas avoir d'enfant, c'est terrible. Mais son apitoiement sur elle-même. Heureusement, elle se réveille à la fin, et heureusement, il y a quand même des personnages secondaires attachants dans l'histoire d'Eden, mais pour moi, vraiment, on ne peut avoir que l'histoire de Sarah dans le bouquin, ça me suffit largement. Donnez-moi du passé, pas du présent, je veux lire un roman historique. Un parfum d'encre et de liberté l'emporte sur Lettres à Stella, non pas sur l'alternance passé-présent, vu que je l'ai trouvée bien moins intéressante que dans Lettres à Stella, mais sur la période historique abordée, et les découvertes que j'y ai faites, vu que c'est ce que je recherche dans des romans historiques. Au moins j'avais l'histoire de Sarah qui était intéressante et où j'ai appris des choses contrairement à Lettres à Stella. D'où la 3e place. Mais c'est un avis très personnel et vous l'aurez compris, pour moi Lettres à Stella et Un parfum d'encre et de liberté sont à peu près au même niveau. J'ai l'impression de critiquer beaucoup, mais j'ai pas totalement été convaincue en fait par ces lectures. Mais je vous rassure, ça s'arrange maintenant, promis. Et c'est Le Chagrin des vivants qui remporte la médaille d'argent. Ce livre est écrit par Anna Hope, il est paru aux éditions Gallimard. On va suivre les 5 premiers jours de novembre 1920, alors que l'Angleterre attend l'arrivée du soldat inconnu. C'est donc l'occasion d'explorer le pays en deuil et l'histoire de ces hommes et femmes qui restent après la guerre. On va suivre plus particulièrement à Londres 3 femmes qui vont vivre ces journées de façon différente. On a Evelyn, dont le fiancé a été tué et qui travaille pour le bureau des pensions de l'armée. Ada, qui ne cesse d'apercevoir son fils, pourtant tombé au front. Et finalement Etty, qui accompagne tous les soirs d'anciens soldats sur une piste de danse pour 6 pence la danse. Dans ce livre, l'histoire met du temps à se mettre en place. Il est plus question d'introspection et de réflexion que d'action. Donc c'est un livre au rythme très lent. Mais pas dans le sens négatif du terme. Parce que plus on avance dans notre lecture, plus l'on va au fond des choses, plus l'on découvre un lien entre Etty, Ada, Evelyn, et plus l'on apprécie ce roman. Le thème de la reconstruction après la guerre est superbement abordé, avec le dilemme très bien rendu entre l'envie de ne pas oublier et le besoin de vivre le présent et de penser au futur. On a également les passages des 3 personnages principaux qui sont entrecoupés par des passages où l'on va suivre le trajet du corps du soldat inconnu de France jusqu'à Londres. Et ce voyage est vu au travers de différents personnages qu'on ne voit à chaque fois qu'une seule fois, mais qui nous amènent également des informations sur à quel point la guerre a détruit leur vie. C'est donc l'occasion de découvrir d'autres très belles histoires. Vous l'aurez compris, c'est un très beau roman avec une profondeur incroyable dans la réflexion. C'est un roman qui va rester avec moi, mais ce n'est pas un coup de cœur en raison de la lenteur que j'ai eu à me mettre dans l'histoire. Et mon livre préféré dans cette sélection, c'est Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys, paru aux éditions Gallimard. Nous sommes à l'hiver 45 et l'on va suivre 4 adolescents, 4 destinées. Ils viennent chacun d'un pays différent et ils sont chacun traqués et hantés par leur propre guerre. Nous sommes en Prusse orientale. Voici la Prusse orientale, un territoire qui n'existe plus maintenant, qui a été partagé entre la Pologne et la Russie, mais à l'époque ça faisait partie de l'Allemagne. Nos 4 adolescents se retrouvent donc dans les milliers de réfugiés qui fuient à pied vers la côte devant l'avancée des troupes soviétiques. Leur but, c'est de prendre un navire pour rejoindre le reste de l'Allemagne. Ils vont donc chercher à embarquer sur le Wilhelm Gustloff, un énorme navire promesse de liberté. Alerte, 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 au coup de cœur. Mais gros coup de cœur. Comme ça, vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Vous savez ce qui va venir. Et donc, comme dans tout bon coup de cœur, j'ai tout aimé. Il n'y a rien à jeter dans ce livre. Je sais, j'ai été assez critique sur les romans qui ont précédé, mais ça valait la peine, parce que grâce à cette sélection, j'ai pu lire
celui-là. Alors, tous les points que j'ai aimés. On est de nouveau dans la Seconde Guerre mondiale. Mais, je vous ai dit, si c'est un pan oublié de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ça passe. Et c'est exactement ça. C'est exactement l'histoire du sel de nos larmes. Mais ça parle d'une tragédie qu'on ne connaît pas. Absolument pas. Parce que, et je me permets de spoiler, c'est dans le résumé du bouquin. Et on le comprend quand même assez vite dans le bouquin. Le Wilhelm Gustloff va sombrer corps et âme. Et ça, c'est la plus grande tragédie de l'histoire maritime. 6 fois plus de victimes que le Titanic. Vous en aviez entendu parler, vous ? Moi pas. Donc, une des raisons pour lesquelles il faut lire ce livre, c'est de découvrir cette histoire. Parce qu'en fait, les nazis ont tellement été humiliés par ça qu'ils n'en ont pas parlé. Et ça a été caché pendant très longtemps. Alors, à côté de la Seconde Guerre mondiale, un autre élément qui m'a beaucoup plu, ouais, et là encore c'est un euphémisme, que j'ai adoré, c'est le récit à 4 voix. On a Johanna qui est une infirmière lituanienne. Et elle est poursuivie par la culpabilité. Ensuite, on a Florian, un jeune homme prussien, entouré de mystères, on ne sait pas pourquoi ce n'est pas un soldat, et lui, il est poursuivi par le destin. On a Emilia, une jeune polonaise, qui est poursuivie par la honte. Et enfin, Alfred, un jeune soldat allemand, convaincu de sa grandeur et de son importance pour le Troisième Reich, poursuivi par la peur. Et on va suivre ces personnages à chaque fois en alternance. On ne suit un personnage que dans un chapitre très court, et ça donne un rythme fou à l'histoire. J'ai dévoré le bouquin en 2 jours. De plus, le fait d'avoir cette polyphonie, d'avoir 4 voix plutôt qu'une, ça permet d'avoir des regards croisés sur les événements, mais sur eux aussi. Ça permet de relativiser ce que va nous dire tel personnage quand on va le voir du point de vue d'un autre. La psychologie des personnages est super intéressante. Elle est très profonde, très bien aboutie. Dans ce livre, vous aurez votre dose d'émotion, de tragédie. Raconter la plus grande tragédie maritime de l'histoire, ça aide. Et pour finir, on a droit à des personnages secondaires tout aussi magnifiques que les personnages principaux. Je pense notamment à un cordonnier que les autres surnomment le poète de la chaussure. Il est sublime, j'ai adoré ce personnage. Il faut lire ce roman pour découvrir le poète de la chaussure. Vous l'aurez compris, ce roman a été une véritable claque. Un immense coup de cœur comme je n'en avais pas eu depuis très longtemps. Allez, je crois depuis Outlander, je n'avais pas été à ce point captivée par un bouquin. Cette vidéo arrive donc à son terme. Je vous communiquerai dès que les votes seront terminés et qu'on saura à quel roman sera attribué le prix Livre Addict. Je vous le communiquerai bien sûr sur Facebook, Twitter et Instagram. Et on verra si les autres membres de Livre Addict auront partagé mon avis. Si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si j'ai pu vous aider à départager des romans, n'hésitez pas à le dire non plus. J'en serais très contente. Et si je vous ai fait découvrir des livres que vous avez envie de les lire suite à cette vidéo, mais dites-le moi, ça me ferait très plaisir. Je tiens à remercier la team Livre Addict pour ce prix. Même si j'ai critiqué quelques bouquins, tous les livres m'ont apporté quelque chose, m'ont enrichi d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans la découverte d'une histoire, d'une partie de l'histoire que je ne connaissais pas, dans une connaissance personnelle de ce que j'aime ou pas dans l'écriture de livres, de romans historiques, dans la découverte de nouvelles plumes, avec un sublime coup de cœur, avec des réflexions. Merci à la team Livre Addict. À tous les membres Livre Addict, votez bien, on votera à ma confiance celui qui vous a le plus plu. Et sur ce, à bientôt pour de futurs voyages dans le temps.